C'est l'une des affaires les plus macabres de ces dernières années. La victime est une femme d'une cinquantaine d'années, domiciliée à Toulouse. Des morceaux du corps d'une femme sont retrouvés dans des sacs plastiques sur le canal du Midi. Bon, je te remets dans le contexte. On est à Toulouse, vers fin mai 2016. Le soleil brille, le ciel est bleu, et cet homme décide de passer par le pont qui traverse le canal du Midi pour aller au boulot. Et là, il tombe sur ce qui semble être une jambe humaine qui dépasse d'un sac poubelle. Intrigué, il va d'abord se dire que bon, c'est qu'une mauvaise blague. Mais non, il s'agit bien d'un membre humain en décomposition. Les policiers vont rapidement être présents sur les lieux et vont constater que il ne s'agit pas d'un membre arraché accidentellement. Les coupures sont trop nettes. Et bon, là tu te doutes bien que suite à cette macabre découverte, un gigantesque dispositif policier a été mis en place pour tenter de retrouver les autres membres du corps. Et ça manque pas. Dès le lendemain, on retrouve un bras à proximité de la jambe retrouvée. En plus, il s'est emballé dans le même type de sac poubelle. Un second bras a été aussi retrouvé dans les poubelles du bateau chargé de nettoyer les eaux du canal du Midi. En résumé, on a une de ses jambes et les deux bras. Mais est-ce que c'est la même victime? Non, tout ce qu'on peut savoir, c'est que la jambe retrouvée est épilée et que la pointure du pied correspond plutôt à celle d'une femme. Mais on doit faire des analyses un peu plus poussées, tu vois ce que je veux dire? Donc pour le coup, une autopsie a été réalisée et on va confirmer que tous les membres retrouvés appartiennent à la même victime. Une femme de forte corpulence, on va dire. Et aussi, on va découvrir de profondes entailles au niveau des poignets qui sont faites après la mort. Bizarre. Les tests ADN ont aussi été faits et on va aussi pouvoir identifier la victime. Il s'agit de Marilyn Planche, une femme portée disparue 15 jours auparavant. Mais qui est cette Marilyn Planche? Et pourquoi a-t-elle trouvé la mort dans des circonstances aussi horribles? Salam, moi je suis Guinard et on va tenter ensemble de comprendre les circonstances qui ont conduit à un tel drame. Bon, faut savoir que Marilyn Planche bossait en tant que conseillère à l'AGFIP. Bon, en gros, c'est un organisme d'aide à l'insertion professionnelle des handicapés. Sa vie entière tournée autour de son taf. Elle a été décrite par ses collègues comme étant quelqu'un d'extrêmement professionnel, de rigoureuse, de sérieuse, de serviable. Elle était vraiment écoutée et respectée. Marilyn était quelqu'un de très discrète. Elle était introvertie de zinzin, t'as capté? Et aussi, elle avait des soucis de santé. Elle était malvoyante. Et tout le monde à son taf était au courant de ça. Retiens bien ça, tout le monde était au courant. On a commencé à s'inquiéter. À partir du moment où elle donnait plus trop de nouvelles. T'es vraiment pas dans son habitude. Des SMS ont été envoyés durant sa période de disparition. Carrément, elle a envoyé un SMS à sa mère. Je suis parti à la campagne, pas de réseau là où je suis, t'appelles quand je rentre. Bisous. Bizarre. Oh, c'est sûr qu'elle est vraiment du genre casanière. De plus, elle avait plutôt l'habitude de terminer ses messages avec des formulations style la bise ou je t'embrasse. Et en plus de ça, elle a appelé sa mère par son prénom. Elle faisait jamais ça. Bref, tout ça c'est étrange, hein. Lorsque Marilyn Planche était qu'une portée disparue, les policiers ont fait un petit tour du voisinage. Et un de ses voisins a témoigné. Et je te jure, t'es pas prêt pour cette dinguerie. J'ai entendu crier. Et là, j'ai vu sortir Marilyn Planche en chaussettes. Elle était paniquée, elle criait au secours. Elle se dirigeait vers la cage d'escalier. Elle était suivie par une dame qui l'a attrapée par les cheveux et l'a fait re-rentrer dans l'appartement. Et là, la femme qui semble agresser Marilyn Planche lui dit de pas s'inquiéter, qu'elle fait qu'une crise de nerfs, elle est devenue un peu folle. Et comme notre voisin, c'est un giga Tchad, c'est un bonhomme, il prend ses responsabilités, c'est un vrai patron, il va rien faire. Je te jure, il croit sa voisine littéralement au bout de sa vie, en panique. Il en a rien à secouer. C'est pas mon dos, ça. C'est pas mon dos. Je te jure qu'avec un voisin comme ça, t'as pas besoin d'ennemis, hein. Plutôt, j'avais sous-entendu qu'à son taf, elle faisait l'unanimité. J'ai menti, désolé. Selon le témoignage d'un de ses collègues, il y a bien une personne avec qui ça se passe pas très bien. Sophie Mazala, une collègue de travail fraîchement débarquée de Montpellier. Elle occupe le même poste que Marilyn Planche. Cette dernière va affirmer que Marilyn fait mal son boulot, qu'elle vole des dossiers professionnels pour la ramener chez elle. Bon, honnêtement, j'ai pas trop compris, mais Sophie va carrément affirmer qu'elle subit du harcèlement sexuel de la part de Marilyn. Franchement, c'est un peu en contradiction avec le portrait que j'en ai fait avant. J'arrive plus trop à suivre en fait. Bon, je me dis que finalement, elle a une petite dent contre Marilyn. Est-ce que c'est pas elle qui l'a agressée? Peut-être qu'on tient une piste, hein. Ah, je sais pas. Les policiers vont aussi constater qu'après la disparition de Marilyn Planche, ce téléphone va borner tout au long de l'autoroute A9 entre Toulouse et Montpellier. Ils vont ensuite la comparer avec celle de Sophie Mazala. Ils localisent au même endroit, au même moment. Bon, finalement, elle n'aura pas deux ou trois trucs à nous dire, cette Sophie là. Bon, vaut mieux l'interpeller qu'elle nous dise ce qu'elle a à nous dire. On sait qu'elle avait rendez-vous en région parisienne, donc on compte l'accueillir à son retour à Montpellier. Mais au même moment, la jambe manquante et le tronc sont retrouvés par un SDF aux abords du canal du Midi, dans une valise abandonnée. Sophie Mazala est interpellée, mais elle n'oppose que très peu de résistance. Au contraire même, on la sent sereine, un peu trop même, tout en sachant qu'elle a sur elle la carte bleue de Marilyn Planche. Oh là là, elle va rapidement être placée en garde à vue. Et elle va être attendue.
L'accusé va d'abord affirmer qu'au départ, ils s'entendaient plutôt bien, c'était limite les best friends forever, tu vois. Carrément, elles se voyaient en dehors du taf. Elles avaient un profond respect mutuel. Jusqu'au jour où Sophie affirme qu'elle a vu le vrai visage de Marilyn. Un soir, Marilyn l'a invitée chez elle. Tout se passait bien, c'était une petite soirée de chill. Tout a dégénéré lorsque Sophie s'est aperçue que Marilyn ramenait des documents pro chez elle. Sophie a trouvé ça inadmissible. À skip, durant cette même soirée, il y aurait eu des avances un peu bizarres, un peu chelous, je sais pas te faire un dessin, et même des SMS qui en attestent. Quelques mois plus tard, Sophie est revenue chez Marilyn pour s'expliquer. Mais c'est un peu parti en cacahuète, hein. Une bagarre aurait éclaté lorsque Marilyn a mis une gifle de cow-boy à Sophie. Et là, Sophie pète un câble, elle passe en mode Broly Berserker. Elle lui éclate une bouteille sur le front, la donne plusieurs coups de pied à son ventre une fois qu'elle est à terre et la laisse agoniser selon ses propres termes. Ah, je sais pas toi, mais j'ai l'impression de ressentir une petite haine, une vraie haine profonde, tu vois, de Sophie envers Marilyn. Ah, on sentirait même presque que ça lui a fait du bien de taper. Elle dira même, je ne dirais pas qu'elle méritait ça, mais... Bon, quelques heures plus tard, Sophie Mazala est revenue au domicile de Marilyn Planche. Et là, elle observe Marilyn sur son lit avec des entailles au niveau des poignets. Bon, là, elle est clairement en train de nous entendre que Marilyn Planche a repris connaissance et par la suite s'est suicidée. Sophie Mazala avait peur de se faire attraper et de se faire accuser à tort d'un meurtre qu'elle n'a pas commis. Donc elle est partie faire un petit peu de shopping. Elle achète des couteaux, elle nous achète une scie à métaux, un couteau en céramique, des gants, un sac poubelle, des détergents. L'objectif est clair, démembrer le cadavre. Ah oui, je te rappelle que Marilyn Planche est une femme d'assez forte corpulence, on va dire. Sophie Mazala n'a pas réellement la force de déplacer le cadavre. Bon, je vais pas te faire un dessin. Elle a découpé comme une pièce de viande. La skip, ça aurait même duré 8 heures à peu près. Et à aucun moment elle s'est dit, là je fais une dinguerie, là je stoppe. Non, juste après ça, elle a placé chaque membre dans un sac poubelle et a pris le tronc pour la placer dans une vieille valise de Marilyn. C'est horrible ce que j'ai fait, mais elle le méritait, dira-t-elle. Bon, si je te résume, Sophie Mazala est partie chez Marilyn pour s'expliquer. C'est parti en vrille, il y a eu bagarre. Marilyn perd la bagarre. Elle est inconsciente suite à ça. Sophie s'en va, puis revient et elle constate qu'elle s'est suicidée. Du coup, elle va la découper dans le plus grand des calmes avant de disperser son cadavre dans les eaux du canal du Midi. Tout ça pour une vulgaire histoire de dossier ramené à la maison. Pour de vrai. Non, parce que tu me diras ce que t'en penses, mais moi je trouve qu'il y a un truc qui cloche. Et qu'est-ce qui explique un tel déferlement de violence? Bon, pour répondre à cette question, je pense qu'il faut s'intéresser au passé de Sophie Mazala. Originaire du nord de la France, Sophie Mazala est l'aînée d'une famille de 6 enfants. Le père était ouvrier et la mère était femme au foyer. Selon son propre terme, elle a eu une enfance merdique. Elle a été abusée par son grand-père et à l'âge de 10 ans, elle découvre le cadavre pendu de son père. C'est dans ce genre de moment que la famille doit être soudée et qu'on doit compter sur une présence maternelle. Mais pour le coup, elle n'a pas réellement eu une mère exemplaire. Elle était distante et peu aimante envers ses enfants. Elle collectionne les amants. Et c'est Sophie qui va s'occuper de ses frères et sœurs. On peut même presque dire que c'est elle qui remplace sa daronne. Sophie Mazala n'a jamais obtenu cette gratitude dont elle avait besoin, qu'elle méritait. Sa mère lui disait, je n'ai jamais voulu d'une fille. Sophie a énormément souffert de cette situation. Sa mère était mythomane, un comportement qui sera aussi repris par sa fille, qui n'hésitera pas à mentir pour un oui, pour un non, juste pour avoir le beau rôle, pour être bien vue et pour se faire aimer. Elle va mentir en permanence, Malgré tout ce contexte familial un peu compliqué, Sophie Mazala va pas se laisser abattre. Elle va emménager à Montpellier où elle va rencontrer son mari. Elle va enchaîner les petits boulots jusqu'à trouver un CDI en tant que comptable à la fac de médecine. Bon, tout se passait bien jusqu'à ce qu'on l'attrape en flagrant délire à train de détourner et de voler des chèques. 30 000 euros, hein, vraiment. Hein. Elle va être condamnée à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis. Et elle va aussi être condamnée à rembourser l'ensemble du préjudice. Pour sortir de cette situation, elle va multiplier les crédits à la consommation. Elle va sombrer dans les jeux d'argent notamment. Ce foyer va rapidement être endetté à hauteur de 200 000 euros. Tu vois, ils se rendent compte, 200 000 euros, hein. Genre, c'est l'équivalent de 2 Tesla Model S, un appartement 3 pièces au centre de Tours, hein. Même 50 allers-retours Paris-New York en business class. Purée. Il faut trouver une solution et vite. Pour cela, Sophie Mazala va trouver une solution peu commune, on va dire. Hein. Avec l'approbation de son mari, elle va décider de devenir call girl. Si tu sais pas c'est quoi une call girl, bah... C'est une pute. Pardon, avec tout le respect, hein, avec tout le respect. On dénigre personne ici. Ben oui, en vrai, 50 € la presta, t'en fais 5 par jour. Je suis pas un crack en maths, mais tu finis avec une petite quicheta derrière, hein, forcément. Elle va non seulement pouvoir rembourser ses dettes, mais se faire plaisir à elle et à ses enfants. Elle va les gâter comme il faut. Elle qui était en recherche perpétuelle d'attention et d'amour, c'est le moyen le plus simple qu'elle a trouvé pour en recevoir. Et ils finissent finalement par rembourser leurs dettes astronomiques, hein. Je le rappelle, 50 allers-retours. 50. Et
tant mieux. Sophie Mazala va pouvoir reprendre les études. Elle qui les avait arrêtées à l'âge de 16 ans, elle obtient son bac, passe un BTS pour devenir assistante de direction. Elle arrive à décrocher un CDD à Montpellier. Et vraiment, elle se la bute. Elle veut vraiment faire les choses bien. Elle veut se montrer utile un maximum et indispensable. Vraiment, elle était investie d'une grande mission. Bref, tout se passait bien, mais malheureusement, c'était qu'un CDD. Arrivé à la fin de son contrat, on lui propose un CDI à Toulouse. Le début des problèmes, en soit. Bah oui, accepter ce poste lui procure une sécurité financière et professionnelle. Mais être loin de sa famille va réveiller en elle des insécurités latentes. Elle va devoir occuper le même poste que Marilyn Planche. Et rapidement, une rivalité bien toxique, bien Tupac Biggie va commencer à s'installer. Sophie Mazala, dans sa tête, elle n'arrive pas à concevoir tout le crédit qui est accordé à Marilyn Planche. Elle se sent meilleure qu'elle et elle comprend pas comment ça se fait qu'elle a l'impression de se faire dénigrer par Marilyn. De plus, cette histoire de kleptomanie va commencer à faire surface. Sophie Mazala va être encore attrapée en flagrant délit, en train de voler des tickets resto. Et là, elle va se sentir humiliée. Est-ce que c'est toutes ces accumulations de frustration qui vont la pousser à péter un câble et à se venger sur Marilyn? Bon, je te stoppe ici. Si t'aimes bien ce que tu regardes en ce moment, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner. Je suis nouveau sur YouTube et on essaie de donner un peu de force. L'objectif, c'est un peu les 10 000 abonnés là. Bon, on était où dans notre histoire déjà? L'accusée va être transférée de Montpellier vers Toulouse et sur le trajet, elle va nous promettre qu'après avoir parlé à son avocat, elle va nous dire toute la vérité. L'enjeu, évidemment, c'est d'obtenir des aveux complets. Parce que, pour être honnête, son histoire, j'y crois pas, t'y crois pas, elle-même elle n'y croit pas en fait. Durant la garde, vous en saura notamment plus sur les événements qui ont suivi le drame. Après la mort de Marilyn Planche, Sophie Mazala est partie à Montpellier pour faire un petit week-end en famille. Selon ses proches, on n'a pas remarqué de réels changements de comportement flagrants. Carrément, elle s'est même fait inviter chez des amis pour voir un petit match de rugby. Vraiment comme si rien ne s'était passé. Hein? Ce n'est qu'après ce petit week-end, bien chill, elle s'est improvisée maître kebabier en fait. Elle va aussi nous révéler qu'il n'y a jamais eu de réelle amitié entre nos deux protagonistes. Marilyn ne l'a jamais invité chez elle. Et surtout, c'est elle qui a simulé le suicide de Marilyn. Bon, on s'en doutait un peu, hein. Par contre, elle va maintenir qu'elle subissait du harcèlement sexuel de la part de Marilyn. Alors même que tous les messages qui servent de preuve ont été envoyés après la mort de la victime. Mais souviens-toi, on avait retrouvé ses deux bras, ses deux jambes et son tronc. Si t'es pas trop nul et que t'as un peu suivi, doute bien qu'il manque la tête. Voilà, tu suis mon gars. Excellent. Et retrouver la tête en question est capital. Elle va nous permettre de mieux comprendre les circonstances du décès. Durant l'audition, elle se fait salement cuisiner. Elle va finir par nous révéler le lieu où est cachée la tête. Il s'avère qu'elle l'a enterrée sous une petite haie de buisson, à moins d'1 mètre du balcon de Sophie Mazala. On va lui demander pourquoi elle ne s'est pas débarrassée de la tête comme les autres membres du corps. Elle va nous répondre qu'elle a voulu lui offrir une sépulture, garder son âme, après lui avoir fait subir des atrocités pareilles. Ah, je sais pas, moi je trouve ça bizarre, hein. La tête a été retrouvée comme prévu au lieu indiqué, et une autopsie va donc être réalisée. On a observé plusieurs fractures au niveau du crâne, ce qui correspond au coup de bouteille que la victime aurait reçu. En plus de ça, on observe plusieurs signes d'asphyxie et des lésions au niveau des cervicales. Le légiste conclut qu'en plus des coups, elle a reçu des étranglements. Je sais pas si tu te rends compte de la barbarie, de la sauvagerie que c'est en fait. C'est inhumain de faire subir ça à un humain en fait. Rapidement, une reconstitution va être organisée. L'accusé va rentrer par effraction dans le domicile de Marilyn Planche grâce à un double des clés prêté par cette dernière. Hein. Vraiment. Bon, quoi qu'il en soit, Sophie Mazala attendait Marilyn dans son appartement pour discuter. Hein. C'est un guet-apens. C'est un guet-apens. Marilyn rentre chez elle et elle l'avait pas encore vue. Du coup, elle commence à se changer. Et lorsqu'elle aperçoit Sophie Mazala, elle prend la fuite vers le couloir. Sophie Mazala la fait re-rentrer violemment dans son appartement, sous les yeux de notre gigachad, hein, vous vous souvenez? Marilyn gifle Sophie, puis la plaque au sol. Pour se défendre, Sophie est obligée de choper une bouteille en verre derrière elle, la fracasser sur le crâne de Marilyn. Finalement, la question que je me pose, est-ce que c'est que de la légitime défense? Ou bien c'est un assassinat organisé de sang-froid? Ce sera tout l'enjeu de ce procès qui va se dérouler plus de 3 ans après les faits. Car oui, toi-même tu sais, la gravité de ces actes ne sont pas les mêmes, donc la peine ne sera pas la même. Pour l'accusation, c'est très simple, il y a eu préméditation. La preuve, elle est rentrée par effraction dans l'appartement, pourquoi faire? Oui, dis-moi pourquoi faire en fait. Pour la défense, c'est un peu plus compliqué que ça. Si son intention première était de donner la mort, l'âme du crime, c'est qu'une vulgaire bouteille en verre en fait. Oui, moi vous m'embrouillez, franchement moi je comprends plus rien. On a besoin d'un peu plus d'éclaircissement en fait. Et les enquêteurs vont nous donner des éléments plutôt intéressants. Il s'avère que l'accusée a fait plus de 251 recherches sur sa collègue. Elle a trifouillé le net pour essayer de chercher son adresse. Elle fait aussi des recherches qui en disent long sur sa santé mentale. Burnout, symptômes. Pourquoi je rate toujours tout? Comment guérir de la kleptomanie? On sent que dans sa tête, elle est malade, elle va vraiment pas bien. Mais il n'y a pas eu de recherche sur comment commettre un meurtre ou comment dissimuler un cadavre avant le drame. Ce n'est qu'après le drame qu'elle va commencer à recoller les morceaux, entre guillemets. Ah non, ça c'est... Non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est pas ce que je voulais dire. En tout cas, qu'elle va essayer de meubler les trous. Elle va chercher des magasins de bricolage un peu partout. Elle va faire des recherches internet sur comment se débarrasser de la viande avariée dans un frigo,
Elle va même faire des recherches sur la poussée d'Archimède. On sent qu'elle est un peu dans la panique, qu'elle fait dans la précipitation, qu'elle sait pas trop ce qu'elle fait en fait. Ses enfants vont aussi témoigner à la barre et ils vont décrire une femme et une mère, avant tout aimante, présente. Et ses proches, de manière générale, vont la décrire comme quelqu'un de très agréable. En gros, rien à voir avec la psychopathe malade mentale qui va commencer à découper des gens, en fait. Mais crois-moi, sur cette chaîne YouTube, tu vas apprendre que les apparences sont souvent trompeuses. Mais Sophie, hein, qu'est-ce qu'elle dit, elle? Qu'est-ce qu'elle dit, hein? Bah, elle va maintenir le fait que c'était que de la légitime défense. Et c'est très très risqué de dire ça, hein, parce que c'est pas la ligne de défense la plus solide, hein. Elle se fait cuisiner, elle se fait cook comme il faut, mais elle va quand même essayer de garder ses positions. Et là, elle va finir par flancher. Elle va avouer qu'il n'y a jamais eu d'agression de la part de Marilyn. L'histoire de dossier ramené à la maison, là, tout ça, ça n'existe pas en fait. Et il n'y a pas eu d'agression sexuelle non plus. L'avocat général, il entend tout ça, il pète un câble en fait. Il veut que Sophie Mazala prenne perpète. Il la décrit comme une femme perverse, envieuse et manipulatrice. Et franchement, il s'en fout du témoignage des gosses là, le témoignage des ouais, elle était gentille, elle était sympa. En plus, dans sa plaidoirie, il met en avant une circonstance aggravante. Bah oui, souviens-toi, au tout début de la vidéo, j'avais dit quoi? Marilyn Planche, qu'elle était malvoyante. Et que tous ses collègues étaient au courant de ça, dont Sophie Mazala. Et elle en a clairement profité selon l'avocat général. Ah, on sent que l'avocat de la défense il fait ce qu'il veut, mais... Ah, le pauvre. Le pauvre, vraiment. Le verdict tombe après 3 jours de délibéré. Et dis-toi qu'en général, c'est assez court. Elle est condamnée à 27 ans de prison ferme. L'accusé ne fera pas appel. Et évidemment, on pense à Marilyn Planche qui a été massacrée pour rien. Alors, pour une première vidéo, c'était bien ou... Alors oui, je sais qu'il y a beaucoup de points à améliorer. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. N'hésite pas à mettre un petit like pour donner de la force, à partager à tes amis, parce que c'est important le partage, hein. Et abonne-toi, hein, surtout abonne-toi, comme ça tu pourras dire à tous tes amis: ouais, j'étais là avant 10 millions d'abonnés, j'étais là avant, je suis un vrai de vrai, tu connais. Juste moi sur Insta, voilà, c'est carré. C'est quoi, Soulevé dans ton lit, c'est pas la police. Midi sur le four, je fais ce qu'il la police. Depuis je prends mon bénéfice, calcule pas ses rennes. Midi sur le four, je fais ce qu'il la police.